ce qui, au total, porte effectivement la participation d'Amiens Métropole à 1,5 million d'euros. S'il y a des remarques, Monsieur Metz. J'ai bien lu la convention et elle insiste sur un mot d'ailleurs qui revient énormément ce soir, c'est le mot attractivité. Alors l'attractivité, je repense à ce qu'a dit Didier Cardon qui n'est pas là, ça se décide pas seulement sur le critère de l'implantation en centre-ville ou pas de l'université. L'attractivité, c'est aussi de la géographie. Et si on part dans l'expertise, puisque vous adorez tout ce qui est les mots des experts, on pourrait dire que il y a un schéma radioconcentrique basé sur les recherches de Kristaller qui font que Amiens est coincé entre Lille et Paris et que la fac d'Amiens aura toujours du mal à se développer entre Paris et Lille. Bon, passons. Heureusement que vous n'avez aucune responsabilité au sein de l'université pour avoir de tels propos. Je crois que si on regarde les 50 dernières années qui viennent de se passer, non mais quand même, je crois que vous avez voilà. Comme on est coincé entre Amiens et Paris, on ne peut pas se développer. Je vous dis heureusement que toutes les collectivités depuis 50 ans ont cru et ont fait le contraire, et heureusement que des gens se sont engagés pour effectivement développer l'enseignement supérieur dans l'ensemble de ses composantes, et c'est lié à ça. J'aimerais bien qu'on revienne d'ailleurs sur l'essier, puisque vous êtes un sur l'essier, mais heureusement que vous n'avez aucune responsabilité réelle, ni dans les collectivités, ni dans l'établissement d'enseignement supérieur. Bon, oui, mais c'est marrant, c'est qu'à chaque fois que j'interviens, il faut que vous interveniez plus que moi. Enfin bon, je reviens à l'attractivité de l'école d'ingénieurs. Donc dans la convention, les deux sont liés, c'est-à-dire que l'attractivité de l'école d'ingénieurs est liée à celle d'Amiens Métropole, c'est-à-dire que plus l'école d'ingénieurs sera attractive, plus Amiens Métropole le sera. Alors, comment on juge de cette attractivité? Et donc, il y a deux critères. C'est le nombre d'étudiants et c'est la provenance de ces étudiants. Alors, sur la provenance, je n'ai pas d'informations, mais sur le nombre d'étudiants, on se rend compte que depuis un an, la formation initiale dans cette école, on est passé de 360 étudiants à 290. On se rend compte donc que là, on a un problème d'attractivité que la direction de l'ESIE refuse obstinément d'examiner. Alors, vous avez vous-même prôné un rapprochement de l'université de Picardie-Jules Verne avec l'ESIE, et on constate que ce projet est au point mort. En fait, par exemple, on a construit un troisième bâtiment là pour l'ESIE que nous avons financé, et en fait, il y a toujours des problèmes d'utilisation de ces locaux, c'est-à-dire que l'ESIE a tendance à refuser l'emploi de ces locaux, de les mettre à la disposition de l'université de Picardie-Jules Verne. Alors, je pourrais rappeler aussi, comme je l'ai fait plusieurs fois par le passé, qu'il y a un principe, c'est que normalement l'argent public va dans des services publics. Or là, il est évident que nous finançons une école privée, ce qui pose déjà un problème. Et ensuite, normalement, on ne doit pas financer du fonctionnement, mais, comme il est rappelé régulièrement, financer des projets. Alors mettons ça de côté et soyons pragmatiques. On pourrait dire, bon, on investit dans l'ESIE, ce qui est une bonne chose, puisque ça pourrait créer des emplois qualifiés sur le territoire d'Amiens Métropole. Et donc finalement, on pourrait assimiler ça à une sorte d'investissement. On met de l'argent dans de la formation qui doit rapporter à notre territoire en termes de talent et de compétences. Sauf que le problème, c'est que notre école l'ESIE que nous finançons là ne fait rien pour garder vraiment les diplômés qui sont de moins en moins nombreux. Et par exemple, on a le cas là récemment, une étudiante qui est sortie diplômée et finalement elle a créé son entreprise à la Défense et elle a dans son entreprise 18 ingénieurs. Donc le problème, c'est est-ce que cette subvention rapporte à notre territoire? C'est ça aussi qui est, à mon avis, important. Et je rappelle enfin que comme nous donnons de l'argent, nous devons quand même nous préoccuper de ce qui se passe, ne pas laisser un chèque en blanc à la direction de l'ESIE. Donc voilà tous les problèmes qui sont soulevés aujourd'hui.
Et donc j'ai fait une question orale à ce propos. Alors j'étais obligé de le faire parce que j'ai pas eu de réponse à mes courriers, parce que je pense que le climat à l'intérieur de cette école évolue dans une mauvaise direction. Vous avez posé une question, donc vous débattrez de cette question. À l'occasion de la question posée, vous aurez une question, vous aurez une réponse. Donc revenons-en au fait sur la subvention. Vous avez fini, d'accord. Deuxième question, Monsieur Metz, sur l'essier. Alors, Monsieur le Président, comme vous n'avez pas répondu à ma question écrite, bon, je vous fais grâce de l'article 14. Cette question est simple. Comment envisagez-vous l'avenir de l'Hésier, sachant qu'Amiens Métropole verse à cette école? Alors maintenant, c'est 700 000 € par an. En effet, un professeur de cette école a alerté les membres du conseil d'administration en juin dernier au sujet de la baisse inquiétante des effectifs étudiants en première année, une baisse de 20%. Pour toute réponse, ce professeur a été licencié. L'Hésier prend-elle le chemin emprunté auparavant par Subdeco? Peut-on, quand on se dit de gauche, accepter un tel traitement des problèmes qui se posent à notre collectivité? Merci. Donc, Monsieur Cardon a demandé à Jean-François Vasseur de répondre. Oui, quelques éléments qui m'ont été transmis par Didier Cardon en tant qu'il est notre représentant au conseil d'administration de l'Essier. Il souligne tout d'abord que la collectivité ne peut pas s'engager dans la gestion des ressources humaines de l'établissement, qui sont de la responsabilité du président et du directeur, étant entendu, et je partage son analyse, que cette ingérence, pourrait-on dire, dans la gestion du personnel constituerait un risque de gestion de fait. Didier Cardon indique également qu'il a rencontré le directeur, des responsables syndicaux et des membres du CSHCT pour avoir des informations sur la situation de l'école et que ces rencontres lui ont apporté un certain nombre d'éléments qui permettent de considérer que la situation se stabilise, s'apaise au niveau de l'école et que tout pourra rentrer dans l'ordre très rapidement.